Eh oui, Marcelin l'a annoncé, il est avec nous en plateau. Maître, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Bonjour. Alors, on parle de la détention préventive, on ira avec les définitions d'usage. Qu'est-ce que c'est que la détention préventive? Merci, madame. Alors, pour aborder la question de la détention préventive, cela implique que nous soyons dans la sphère de la procédure pénale. Et il faut que vous sachiez que nous tous citoyens que nous sommes, disposons de ce qu'on appelle dans le jargon la liberté de nous déplacer. Nous sommes il est un loisir de nous installer en toute partie du territoire, donc sur toutes les zones du territoire. Et malheureusement, la détention préventive est justement une mesure qui restreint cette liberté et qui doit donc être strictement organisée, qui est décidée par un juge. Donc ce que je peux vous dire par rapport à la détention préventive, c'est une mesure privative et restrictive de liberté qui est décidée par un juge d'instruction et qui astreint la personne qui est soumise à ce régime à séjourner dans un établissement pénitentiaire. Alors, dans quel cas, maître, la détention préventive peut-elle être ordonnée? Alors, du point de vue du Code de procédure pénale, il faut dire que nous sommes aujourd'hui sous l'empire d'un nouveau Code de procédure pénale qui astreint donc toute personne potentiellement inculpée à être placée sous mandat de dépôt, donc à séjourner au sein d'un établissement pénitentiaire dans les hypothèses où cette personne serait soupçonnée d'avoir commis un crime, un délit. Ceci dit, il faut également préciser que la détention préventive, du point de vue du législateur, est une mesure exceptionnelle qui ne peut être envisagée que lorsque, 1, la liberté ne permet pas de régler l'instruction, et 2, lorsque ce qu'on appelle dans le jargon le contrôle judiciaire. De ce point de vue, nous avons copié la France. Le contrôle judiciaire est une mesure de semi-liberté, on va dire de liberté surveillée. La personne n'est pas détenue, elle reste en liberté, mais est astreinte à respecter certaines obligations. Je vais vous citer pêle-mêle, par exemple, l'interdiction qui serait faite de rencontrer, pour quelqu'un qui est poursuivi, la victime, ou de tenter de faire disparaître des indices, l'interdiction de sortir d'un territoire déterminé, éventuellement l'obligation qui est faite à une personne qui serait, par exemple, poursuivie pour consommation de drogue, mais de se soumettre à justement un examen et de suivre les traitements. Et donc c'est un ensemble de mesures de semi-liberté qui a été imaginé par le législateur, bien entendu, dans le sens de combattre la surpopulation carcérale. D'accord. Alors, maître, qui peut être détenu préventivement? Alors, je vais peut-être vous donner une réponse qui vous fera peur, mais toute personne âgée de plus de 13 ans peut être détenue préventivement. Toute personne physique, bien entendu. Voilà, dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous allons revenir à Maître Nambeya Ouattara, avec qui déjà nous avons abordé la définition et en plus les cas et surtout qui peut être détenu préventivement. On va aller maintenant avec vous dans la rue parce que cette émission est interactive. On va prendre maintenant vos opinions. La détention provisoire, c'est une privation de liberté temporaire en attendant de passer un jugement et de situer les responsabilités pour une condamnation ou une relaxe. Voilà. Maintenant, une personne tente toutefois être jugée. Bon, la sentence n'est pas encore tombée et puis on maintient la personne. Ça, c'est une détention provisoire. La détention définitive, c'est quand lorsque la sentence est tombée et on maintient la personne. C'est lorsque une personne est tenue en garde à vue pour le temps d'avoir les éléments nécessaires, les preuves nécessaires en vue de pouvoir définitivement le condamner. Et c'est une mesure exceptionnelle. Donc, c'est-à-dire que le juge restreint la liberté de la personne pour les nécessités de l'enquête. C'est ce qu'on appelle la détention préventive. C'est quelqu'un qui est en prison, pas pour longtemps. Ça pour quelque temps, après, il va sortir. Si c'est réglé au tribunal, il va sortir. C'est détenir quelqu'un et ce n'est pas effectif provisoirement, c'est-à-dire c'est en attendant. C'est tenir la personne hors usage, c'est-à-dire le mettre à l'écart. Comme on parle de prisonniers, par exemple, détenus. Bon, pour moi, la détention provisoire, c'est lorsqu'un individu est enfermé temporairement suite à certaines accusations, le temps qu'on puisse voir si les accusations sont fondées ou pas.
Et voilà, de retour sur le plateau, après avoir pris vos différents avis et définitions de ce qu'est le terme de jour, la détention préventive. On en a entendu beaucoup, cher maître, et notamment parlons de la durée. Quelle est la durée de la détention préventive? Alors, s'agissant de la durée de la détention préventive, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale nous disent qu'en matière de délit, la détention préventive est de 6 mois et en matière de crime, la détention préventive est de 8 mois. Ceci dit, si je vous le dis tel quel, je ne vous dis pas forcément la vérité, puisque le même code a prévu des hypothèses de prolongation. Et donc, s'agissant de délit, le 6 mois, et le juge d'instruction est habilité à prolonger d'une nouvelle période de 6 mois afin qu'on aboutisse finalement à 12 mois. Et de façon exceptionnelle, la chambre d'instruction, qui est la juridiction d'instruction de second degré, peut proroger d'une nouvelle période de 6 mois. Ce qui fait qu'en résumé, en matière de délit, le délai maximum est de 18 mois et en matière de crime, le délai maximum de détention préventive est de 24 mois. Vous aurez retenu 6 mois x 3 et 8 mois x 3. OK. Maître, ça c'est ce qui est dit dans la loi. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire et on ne peut pas vraiment recevoir quelqu'un de votre carrure en Côte d'Ivoire et oublier ou bien ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé. Il y a eu des crises, il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont encore en prison en soi-disant détention préventive, entre guillemets. Ça fait pratiquement 5, 6, 7 ans, vous le savez. Comment on en est arrivé là? Et puis, qu'est-ce que la prolongation de la détention préventive au fait? Alors, la détention, déjà, il faut retenir que la détention préventive, je le disais tantôt, est une mesure exceptionnelle. Et donc, la prolongation est une mesure décidée par le juge d'instruction qui doit tenir compte des éléments précis et circonstanciés de l'affaire pour laquelle il a été saisi. On va dire que le juge d'instruction a pour mission de parvenir à la manifestation de la vérité. Et bien entendu, cette vérité, elle n'est pas aussi facile à découvrir. Donc, pour certaines affaires complexes, le délai de 6 mois, vous l'avez vu en matière délictuelle, ou de 8 mois en matière criminelle, ne permet pas objectivement à un juge d'instruction de parvenir à avoir tous les éléments pour que cette personne puisse être traduite devant le tribunal. Et malheureusement, et fort malheureusement quelquefois, ces délais se trouvent dépassés. Mais nous sommes aussi en phase de transition. Nous sommes sous l'empire d'une nouvelle loi qui est venue insister sur les délais stricts. À mon sens, lorsque le législateur a prévu ces 3 délais donc de détention préventive et de prolongation, c'est-à-dire de 18 mois et de 24 mois, cela voudrait dire que le juge d'instruction, de certaine façon, est obligé de terminer son instruction durant ces délais. Sinon, à l'expiration de ces délais, la personne est en détention injustifiée et donc doit être mise en liberté d'office. D'office étant entendu que sans qu'il y ait de demande, dès qu'on arrive à ces délais, ces personnes doivent être élargies et donc rentrer chez elles. Et dans ces cas-là, la procédure, ce serait quoi? Que son avocat, l'avocat du détenu se saisisse par le biais d'une demande formelle ou le détenu en prison décide de sortir aujourd'hui parce qu'il a atteint le deadline, comme on le dit. Alors, exactement. Alors, de ce point de vue, à toute hauteur de l'instruction, l'inculpé et son conseil sont en droit de demander la liberté provisoire. En pratique, la liberté provisoire n'intervient pas avant l'interrogatoire au fond. En réalité, je vais vous expliquer, quand le juge d'instruction est saisi, en réalité, il n'a pas de maîtrise sur le dossier. Il reçoit un dossier qui vient des officiers de police judiciaire et il est saisi sur initiative du procureur de la République. À ce stade, par rapport aux faits qui sont reprochés à une personne, le juge d'instruction n'a pas le recul pour apprécier certains éléments. Il vient d'être saisi, il n'a que des procès-verbaux d'enquête. Et donc, il doit, lui, en tant que super-enquêteur, parce que le juge d'instruction est considéré du point de vue de la procédure pénale comme un super-enquêteur, il doit rechercher un ensemble d'éléments et c'est justement à cette occasion qu'on se retrouve dans cette configuration de détention préventive, malheureusement. Maître, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des abus de détention préventive, oui ou non? Forcément, il y en a. Forcément, il y en a. Forcément, il y en a parce que de prime abord, les justiciables ont une grave méconnaissance de leurs droits. Deuxièmement, il y a quand même, il faut le reconnaître, une insuffisance des personnels judiciaires par rapport au nombre de dossiers. Il faut reconnaître que dans tous les pays du monde, la surpopulation carcérale est une conséquence justement des détentions préventives.
Et donc, nous sommes en équation. Que faut-il faire? Faut-il laisser tout le monde en liberté provisoire, quitte à ce que des preuves puissent disparaître? Faut-il systématiquement mettre des personnes en détention préventive? C'est une équation qu'il faut pouvoir gérer au cas par cas. Mais forcément, il existe des cas où il y a eu des abus, malheureusement, soit parce que très souvent, les délais de détention préventive sont largement expirés, soit parce que des personnes ont été, en griffe, oubliées, parce que de temps des affectations des juridictions, des juges, le dossier est ouvert par un magistrat qui est affecté ailleurs, son successeur n'a pas forcément tous les éléments. Alors en réalité, vous comprenez que le seul élément d'alerte, c'est de constituer un avocat qui lui viendra de façon répétée interpeller donc le juge d'instruction et éventuellement le procureur de la République sur des cas d'abus constatés. Mais toujours est-il que le Code n'a pas prévu ou n'a pas fait obligation de constituer un conseil. Le prévenu dispose de la latitude, depuis la maison d'arrêt ou depuis le lieu d'incarcération, de saisir le juge d'instruction en appelant au respect de ses droits, parce que nous sommes tous, malheureusement, et nous sommes passibles d'être mis tous en détention préventive. Justement, dans le développement que vous venez de faire par rapport à l'oubli éventuel d'un détenu en expiration de détention préventive, cela ne constituerait pas une violation même de ses droits quand même, quand on est en prison, on a quand même des droits en tant qu'être humain. Si, bien entendu. Il ne faut pas oublier qu'on parle de détention préventive dans le cas d'une personne inculpée, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas condamnée. Il s'agit d'une personne qui est certes poursuivie et donc nous sommes en train de rechercher la vérité afin de savoir si elle doit être traduite ou pas devant un tribunal. Cette conciliation des deux intérêts manifestement qui s'opposent engendre malheureusement des dégâts. Mais toujours est-il que s'agissant de l'inculpé, c'est le combat que nous, avocats, menons. C'est-à-dire, on est d'accord que tous les inculpés ne sont pas des enfants de cœur, mais il ne faudrait pas aussi tomber sous en griffe forme caricaturale de dire tous les inculpés sont forcément des coupables. Non, tout inculpé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été démontrée par une juridiction répressive. Il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire, parce qu'en même temps, on dénonce la surpopulation carcérale et en même temps, on a un recours systématique au mandat de dépôt. C'est quand même curieux dans un pays qui aspire vraiment à un état de droit et un état du droit. Oui, je le constate avec vous. Et nous sommes sous l'empire d'une loi nouvelle qui a été prise depuis décembre 2018. Et malheureusement, dans certains cas, on constate que la pratique ancienne est restée, puisque avant, sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale, la liberté était le principe, la détention l'exception. C'est vrai. Aujourd'hui, la liberté reste toujours le principe, le contrôle judiciaire et la détention sont les exceptions. Et bien entendu, on ne doit recourir à la détention préventive que lorsque le contrôle judiciaire ne permet pas de régler certains objectifs de l'instruction. Alors, vous parlez de liberté en exception ou de détention préventive. Comment empêcher justement le placement en détention préventive? Oui, alors, en réalité, pour l'empêcher, c'est bien délicat. Alors, comment ça se passe? Une personne est convoquée par un juge d'instruction. Cette personne est inculpée. Alors, l'inculpation consiste à lui notifier les faits qui lui sont reprochés, mais bien entendu, avant de lui notifier les faits, à vérifier son identité. Et dès que cette notification des faits lui est faite et lui est notifiée, bien entendu, est faite, donc le juge peut unilatéralement décider de décerner mandat. Et c'est là que, on va dire, tout devient, le monde s'effondre. Oui. C'est que du jour au lendemain, une personne comparaît libre et puis se retrouve mise en détention préventive. C'est un combat que nous menons, nous plaidons devant les juges d'instruction. Le Code a prévu que nous puissions en débattre, mais malheureusement, dans la pratique, le débat, il est vraiment déséquilibré. Maître, vous êtes, je rappelle aussi, enseignant, donc j'imagine que vos étudiants regardent. Et ce que vous dites est très important parce que, alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce n'est pas par rapport à un problème de traçabilité? Parce que si on veut à tous les coups circonscrire les mouvements comme ça, c'est parce que dans nos pays, on n'a pas de problème de traçabilité. Oui. On n'a pas de problème, on n'a pas de garantie. Parce que les gens peuvent aller d'un côté à un autre, vraiment, s'évader, voilà. S'échapper, se soustraire à la loi. C'est tout le débat que nous faisons devant les juges d'instruction, c'est la notion de garantie de représentation. Qu'est-ce qu'une garantie de représentation? Et sur les 25 millions d'habitants que nous sommes en Côte d'Ivoire, combien de personnes sont dignes d'être en griffe, de fournir ce qu'on appelle dans le jargon des garanties de représentation?
remarqué que la grande majorité de nos concitoyens sont en informel. Bon, quelqu'un qui est, je vais prendre un exemple, qui vend les articles au marché ou qui est vendeur à la sauvette, du point de vue du juge, n'a aucune garantie de représentation. Mais il est arrivé des cas où des personnes qui, en griffe aussi, semblaient présenter des garanties de représentation, ont été également placées sous mandat de dépôt et donc mise en détention préventive. Donc c'est vraiment une équation avec de multiples inconnus. Absolument. Exactement. On va essayer de déceler toutes ces inconnues-là pour rester toujours dans la loi. Partir maintenant pour un témoignage que nous a livré un d'entre vous. On a reçu une convocation de la gendarmerie. On l'accusait d'avoir vendu un véhicule pour quelqu'un et avoir versé tout l'argent. Voilà, le montant s'élevait à 1 million. La voiture a été vendue à 1,5 million. Le monsieur dit qu'il a reçu les 1,5 million, mais il avait dit que c'était 1,7 million qu'il devait percevoir. Donc ce dernier a reçu une convocation de la gendarmerie et il allait répondre. Il est resté, on l'a gardé parce qu'il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas pu trouver les mots justes pour pouvoir s'en sortir. Et le gendarme a trouvé mieux de l'enfermer. Voilà. Et il est resté gardé là. Et puis ils l'ont déféré. Donc maintenant, on est en train de voir par voies et moyens pour essayer de le faire sortir, pour qu'il y ait une liberté provisoire, pour qu'on puisse au moins prendre un avocat pour pouvoir suivre l'affaire. C'est compliqué pour la famille parce qu'il faut courir pour aller nourrir ses enfants et s'occuper de sa femme, sa grand-mère qui n'est pas bien portante. Voilà, c'est un peu ces charges-là. Mais vous pouvez faire les enquêtes, vous allez dans les commissariats ou bien dans les gendarmeries, vous allez voir. Quelqu'un vient porter plainte, on l'écoute. Mais pour lui donner une convocation, il faut vraiment entendre vraiment les deux parties. Il faut bien analyser. Mais c'est du favoritisme. Parce que je connais Conan, qui est MDL. Je vais le voir, je laisse un problème, lui me donne une convocation. Et puis on vient, on prend la personne et puis on le met derrière les barreaux. Absolument, ça c'est vrai. Hein. Trop de familles sans nouvelles, hein, sans question, hein, simplement de membres de leur famille, bien sûr, qui sont en détention préventive. Et puis, il y a ce recours systématique là qui gêne. Je rappelle que Madame la secrétaire d'État, même le garde des Sceaux, tout le monde prend ce problème à bras le corps. Nous poursuivons donc la discussion avec Maître Nambeya. Vous avez vu un peu ce témoignage-là et qui nous amène à une question. Comment mettre un terme à la détention préventive? Bien entendu, le Code de procédure pénale a prévu un ensemble de moyens pour obtenir en griffe la liberté provisoire. Il s'agit principalement des demandes de mise en liberté provisoire que l'inculpé ou son conseil sont en droit de former. Et comme je le disais tantôt, le conseil, naturellement, qui n'est pas en détention, saisit donc d'une requête le juge d'instruction et s'appuie sur des éléments objectifs pour demander la liberté provisoire, soit du point de vue des délais, soit du point de vue des éléments circonstanciés même du dossier. Mais le prévenu de la maison d'arrêt est en droit également de formuler la demande de liberté provisoire. Dans tous les cas, quand nous formulons nos demandes, nous insistons auprès des juges sur les notions de garantie de représentation, mais il est vrai que c'est le juge qui apprécie les demandes de liberté provisoire. Mais en pratique, pour la petite expérience que j'ai, les détenus font généralement au moins 6 mois. Et le problème qui se pose en pratique, c'est que vous imaginez pour un salarié, la conséquence immédiate, c'est la perte de son emploi. Parce que la détention soit justifiée ou pas, l'employeur a un regard particulier pour dire, mais si cette personne a eu maille à partir, mon salarié a eu maille à partir avec la justice, c'est parce que possiblement il y a quelque chose de vrai, il y a des a priori, on est d'accord. Alors, Maître, pour rebondir sur le témoignage qu'on vient d'écouter, notamment quant à la capacité de se défendre soi-même, c'est pas de la redondance de le dire, hein, notre pays, malheureusement, a un taux très élevé d'analphabétisme ou d'analphabétisation. Alors, quel est le conseil que vous préconisez, que vous orientez? On dit un avocat commis d'office et tout ça, on le voit dans les films, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Le Code de procédure pénale a prévu que toute personne qui soit convoquée par une autorité de police judiciaire puisse se faire assister par un parent, par un ami. Et c'est la première fois que je vois dans un texte de loi
la référence à un ami. Bien entendu, si c'est un ami, il faut bien entendu que cet ami ait quelques connaissances juridiques. Mais en réalité, le professionnel de la défense, c'est l'avocat qui est à même de relever des irrégularités dans le déroulement de la procédure. Et la mission de l'avocat consiste principalement à veiller à ce que le code de procédure pénale soit strictement respecté, tant par les OPJ, par le juge d'instruction, par les magistrats instructeurs, par la juridiction de jugement. C'est justement là-bas où il y a souci, maître, parce que le premier arrivé est le premier servi, parfois. La personne qui vient se plaindre en premier, après on s'en va embarquer la personne rapidement, comme ça, tout se passe rapidement parce qu'on connaît X, on connaît Y, et c'est comme ça dans notre pays. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de venir à la télé pour parler, des gens qui sont au village, des gens qui sont brimés matin, midi et soir par notre système judiciaire, parce que ces personnes ne connaissent pas le droit. C'est le moment de parler à ces personnes. Mais bien entendu, vous me donnez l'opportunité. Vous savez, il y a un adage en droit qui dit nul n'est censé ignorer la loi. On sait très bien ce que ça veut dire. Nul n'est censé aussi se faire brimer par la loi. On est d'accord. Alors, vous voyez que dans la configuration qui est la nôtre, on a affaire à des autorités. D'abord, le premier contact avec la force publique, c'est avec la police judiciaire qui est composée par la police nationale et la gendarmerie nationale. Tout à fait. Ce sont les autorités de police judiciaire qui agissent sous le contrôle et sous la direction du procureur de la République. Et bien entendu, ces organes, ces autorités de police judiciaire sont censés agir conformément à la loi. Et il se trouve que malheureusement, comme dans tout corps de métier, il existe quelques abus. Mais pour répondre à ces abus, je pense que la constitution d'un conseil permet d'éviter justement ce type d'abus. Il est arrivé des cas où, ayant constaté des abus dans la garde à vue, parce que la garde à vue est une mesure restrictive de liberté, bon, qui n'a pas la même force que la détention préventive, mais qui est décidée par un OPJ dans le cadre de l'enquête et qui doit être strictement respectée. 48 heures renouvelables une fois, 2 fois en matière de stupéfiants et sous le contrôle strict du procureur de la République. Il nous est arrivé en tant que professionnels d'interpeller, de nous rapprocher du procureur de la République pour dire « Attention, je suis constitué pour un client qui est en garde à vue depuis 5 jours, depuis 6 jours, depuis 7 jours. » Parce qu'en réalité, je vous ai dit, c'est 48 heures renouvelables une fois et 2 fois en matière de stupéfiants. Alors, maître, quand on est dans cet état des faits et dans ce cheminement-là, quand on constate un vice de procédure, quelle est la conclusion? C'est la liberté d'office? En principe, la personne doit être élargie parce que rappelons-nous que jusqu'à preuve du contraire, la personne à laquelle on a affaire est innocente et n'est pas condamnée. C'est très important. On a affaire à des innocents et il faut les traiter comme tels. Merci. On a affaire à des innocents et il faut les traiter comme tels. C'est ça l'essence même de l'état de droit et l'état du droit. Merci d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur, le lieu où l'on s'informe dans tous les domaines. Bonne journée.